Donc on va reprendre les travaux. On a prévu donc une petite séquence centrée autour de la notion de savoir, de compétence, donc pas liée simplement à l'EPS, mais au sens large. La notion de compétence est à la fois ancienne dans le champ de l'EPS, Marc l'a rappelé ce matin, plus d'une trentaine d'années, mais par rapport à l'actualité, elle est aussi brûlante, je dirais, puisqu'elle a envahi depuis quelques années l'école entière, le socle commun, connaissances, de compétences, de culture, les programmes, les évaluations, les certifications des professeurs dans les avancements et tout ça, compétences professionnelles. Donc nous avons voulu prendre un temps pour retravailler cette notion. Pour cela, on a invité donc Nico Hirt, qui arrive directement de Belgique ce matin. Rapidement, moi je vais simplement dire ce que j'ai lu sur Wikipédia. Et puis après, tu te présenteras de façon peut-être un petit peu plus réelle. Donc Nico est prof de sciences physiques et mathématiques belge. Il est l'auteur de nombreux articles et d'ouvrages sur l'école, sur les systèmes éducatifs européens. En 1995, il est cofondateur de l'association Appel pour une école démocratique, pour laquelle il a également été chargé d'études et puis rédacteur en chef de la revue L'École démocratique. Après, c'était des informations très personnelles, je ne les donnerai pas, donc je te laisse te présenter un petit peu plus précisément. 2 secondes, parce que je ne suis pas prêt, là. Non, c'est pas ça. Voilà. Ah, mais je ne vois pas mon écran, mais je me vois moi, c'est bien. Non, c'est bien. Ben, je l'ai ici, c'est bon. Bien. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Vous devrez m'excuser si de temps en temps je suis interrompu par une canne de toux. Je sors d'une bronchite. Et vous m'excuserez aussi si d'aventure il m'arrive de courir vite vers l'extérieur, parce que je suis aussi depuis quelques jours sujet à une prostatite qui m'ennuie un petit peu. Bien. Mais sinon, tout va bien. Et puis, il paraît qu'on va faire du sport, donc ça me remettra en bonne santé. J'ai vu quelques sourires quand mon titre s'est affiché. Avant, j'avais un titre un peu pompeux, l'école capitaliste à l'ère de la crise et de la globalisation. Je trouvais ça un peu long. Alors j'ai mis ça, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, les accents manquent. C'est l'école en marché, bien sûr, qu'il fallait lire, avec comme sous-titre « Compétences et compétition ». La thèse que je voudrais soutenir, c'est que depuis au moins 20 ans, mais ça se prépare depuis une trentaine d'années, les systèmes éducatifs sont entrés dans une ère nouvelle, une époque nouvelle. Et cette époque nouvelle a induit un certain nombre de changements profonds dans les structures des systèmes d'enseignement, dans les programmes d'enseignement et même parfois dans les pratiques pédagogiques que l'on utilise ou que l'on tente d'imposer dans les écoles, aussi bien primaires, secondaires que même parfois à l'université. Parmi ces changements, il y a l'ouverture de l'école au marché au sens d'une transformation de l'école et de l'école et des savoirs en une nouvelle marchandise, en un nouveau secteur où on peut investir des capitaux et qui est générateur de profits. Il y a les glissements des savoirs, des savoirs vers les compétences. Les programmes aujourd'hui sont de moins en moins souvent formulés en termes de connaissances, en termes de corpus intégré de culture ou de connaissances, et de plus en plus souvent en termes de compétences. Il va falloir qu'on précise ce que ce mot compétence veut dire. Il y a aussi comme évolution majeure la mise en compétition des écoles et des systèmes éducatifs entre eux, avec son corollaire,
l'omniprésence de l'évaluation, évaluation des élèves, évaluation des professeurs, évaluation des écoles, évaluation des systèmes éducatifs par les fameuses enquêtes PISA. Vous avez une autre caractéristique majeure, c'est l'entrée en force des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Je ne sais pas si c'est aussi présent dans les cours de PS. Je suis un petit peu... il faudra m'excuser, hein, moi, le PS et le sport en général, d'ailleurs, vous savez que quand on a demandé à Winston Churchill quel était le secret de sa longévité, il a répondu « Good whisky and no sport ». Je suis plutôt adepte de Winston Churchill. Mais, bon, blague. C'était peut-être pas ici qu'il fallait faire ce genre d'humour. Bien, venons-en au sujet, l'approche par compétences. Il y a deux aspects à analyser dans l'approche par compétences. Et si j'ai bien compris ce que m'ont demandé les organisateurs de la conférence d'aujourd'hui, c'est un de ces deux aspects que je dois analyser. Mais je vais quand même vous exposer quels sont ces deux aspects parce qu'ils sont assez étroitement liés et peut-être que dans le débat, on pourra revenir sur l'autre question. L'approche par compétences, elle est présentée, elle nous est présentée comme une doctrine pédagogique issue ou héritière de ce qu'on appelle les pédagogies constructivistes. Les pédagogies constructivistes, c'est par exemple la pédagogie Montessori ou la pédagogie Freinet. Ce sont des pédagogies que l'on catalogue dans la très large catégorie des pédagogies constructivistes où l'élève est acteur des constructions de son savoir, etc., etc. Et l'approche par compétences nous est présentée comme héritière de ce constructivisme pédagogique. Mais il y a une autre évolution qui n'a rien à voir avec la pédagogie, qui est une évolution dans le champ de l'économie et du monde du travail, c'est que les demandes du marché du travail tendent à pousser les systèmes éducatifs à s'orienter de plus en plus sur l'exercice de compétences plus que sur la transmission de savoir. Alors, l'orientation des programmes sur les compétences, ce n'est pas la même chose que l'approche par compétences. L'orientation des programmes sur les compétences, c'est une vision idéologiquement et économiquement marquée des objectifs de l'enseignement, de ce que l'enseignement doit faire, quel type de savoir, savoir-faire, etc. doit-il transmettre. Ça, c'est l'orientation sur les compétences. L'approche par compétences est une doctrine pédagogique. Mais personnellement, je pense que le succès de l'approche par compétences en pédagogie doit énormément aux pressions de la demande d'orientation sur les compétences qui émanent des milieux économiques. Je pense aussi, et ça c'est l'aspect que je ne pourrais pas aborder, ou je n'aurai pas le temps d'aborder, mais sauf éventuellement dans les discussions ultérieures, que loin d'être une héritière du constructivisme pédagogique, je pense que l'approche par compétences, au contraire, est diamétralement opposée à ce constructivisme pédagogique, qu'ils poursuivent des buts contraires, des démarches contraires, et que l'affirmation que l'approche par compétences serait héritière du constructivisme pédagogique, et donc de pédagogie de type Freinet ou autre, est en fait une prétention usurpée et mensongère. Bien. Je vais éliminer tout de suite quelques points et en arriver à l'essentiel. Il n'y a... Oui, de toute façon, non, j'aime bien de temps en temps me lever pour montrer des choses, mais étant donné la taille de l'écran, ça ne sera pas possible. Donc, j'allais demander est-ce qu'il y a un micro baladeur, mais ça ne sera pas utile. Bien. L'environnement dans lequel nous nous trouvons est d'abord un environnement de crise économique. Environnement de crise économique, c'est-à-dire sur capacité de production. On estime aujourd'hui que les
capacités de production à l'échelle mondiale sont utilisées à raison de 70%. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on produit 70% de ce que l'on pourrait produire comme biens, comme services. Ce n'est pas que de la marchandise, hein, des biens, des services. On produit 70% de ce que l'on pourrait produire. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vendre davantage, parce que la demande solvable n'est pas supérieure. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de machines, d'outils, d'usines, de bâtiments destinés à la production et qui sont inutilisés. Ça veut dire aussi que les gens qui ont investi de l'argent dans ces machines, ces outils, ces bâtiments, je ne dirais pas qu'ils s'en mordent les doigts, mais ils se demandent, est-ce que j'ai fait un bon investissement? Est-ce que je ne pourrais pas améliorer le rendement de mon investissement en trouvant à diminuer cette surcapacité de production? Surcapacité de production qui conduit donc aussi à un excédent de capitaux, parce que les malheureux détenteurs de capitaux, qu'on appelle parfois des capitalistes, ont, dans un marché en excédent de capitaux, ont plus de difficultés à trouver des secteurs où investir durablement leurs capitaux avec des perspectives de return, de rendement à long terme et régulier. L'excédent de capacité productive conduit aussi à une exacerbation de la compétition économique, parce que si tout le monde peut produire et vendre en utilisant ses machines, son capital au maximum, finalement, la compétition n'est pas très intense. Mais à partir du moment où on est en guerre avec les autres producteurs pour s'assurer une meilleure rentabilisation du capital, eh bien, la compétition devient de plus en plus exacerbée. Et pour mener cette compétition et pour trouver où investir des capitaux, eh bien, on va recourir à des tentatives de gains de productivité qui vont être alimentés par le progrès technologique. Le problème, c'est que les gains de productivité, si tout le monde augmente sa productivité, on augmente de nouveau la capacité productive globale, et ainsi, l'arme même utilisée par les détenteurs de capitaux pour faire concurrence aux autres se retourne contre eux, puisqu'elle augmente de nouveau l'excès de capacité productive. Ça, c'est le cycle de la crise. Vous allez me dire quel rapport avec l'école? Mais il y a déjà 3 rapports directs et que l'on voit se développer depuis 20-25 ans maintenant. Premier rapport direct, c'est que l'excédent de capitaux conduit les détenteurs de capitaux à chercher à conquérir d'autres secteurs que les secteurs où ils pouvaient traditionnellement investir leur argent. Ces autres secteurs, ils les ont conquis avec l'aide de l'État. Ils ont demandé à l'État d'ouvrir aux investissements privés des secteurs comme les transports en commun, la poste, les soins de santé et les 2500 milliards de dollars de dépenses annuelles mondiales d'éducation. Mais ils ont dit, là aussi, il devrait peut-être y avoir moyen de trouver quand même des créneaux potentiellement rentables. Et donc, le premier axe de ce que j'appelle la marchandisation de l'école, mais c'est la marchandisation au sens premier du terme, la transformation de l'école en secteur d'investissement de capitaux, secteur générateur de profits. C'est ce qu'on appelle la privatisation marchande de l'école. Le deuxième axe, il est un peu plus anecdotique, mais ça vaut quand même la peine de le signaler. Face à des marchés qui ont du mal à émerger, qui ont du mal à se développer suffisamment, les producteurs demandent à l'État de soutenir les marchés et surtout les nouveaux marchés émergents. Or, parmi les nouveaux marchés de masse émergents, il y a évidemment celui des technologies de l'information et de la communication, avec nos ordinateurs, nos téléphones portables, les connexions Internet, etc. Et depuis une quinzaine d'années, même un peu plus qu'une quinzaine d'années, la Commission européenne, par exemple, au niveau de notre continent, a agi avec beaucoup d'efficacité pour faire en sorte que ce marché se développe le plus possible. Et l'un des vecteurs du développement de ce marché a été l'école. Au niveau de la Commission européenne, je pense avoir une citation, je vais vous la montrer tout de suite, je pensais la montrer plus tard,
Je vais vous la montrer tout de suite, la voilà. Quand Mme Cresson était commissaire européen à l'éducation, elle a diffusé... Non, j'ai tort de vous montrer la citation avant de vous expliquer, parce que alors vous n'écoutez plus. Quand Mme Cresson était commissaire européen à l'éducation, donc milieu des années 90, jusqu'à la fin des années 90, elle a développé un plan d'action qui s'intitulait « Apprendre dans la société de l'information ». Et ce plan d'action, qui comptait quelques 70 pages vantant les mérites pédagogiques et didactiques de l'ordinateur à l'école, je fais une parenthèse, je ne suis pas un briseur de machines, je ne suis pas opposé à l'utilisation des ordinateurs dans les salles de classe, ce n'est pas ça mon propos. Mais je me demande pourquoi Mme Cresson, qui était commissaire européen à l'éducation et qui était chargée en principe de s'occuper surtout de l'enseignement professionnel et de l'enseignement supérieur, pourquoi s'est-elle soudain mobilisée pour qu'on accélère l'entrée des ordinateurs, de l'Internet, du multimédia dans les écoles primaires et secondaires? Et elle-même, donc, publie un document vantant les mérites pédagogiques et didactiques de ces outils, ce qui est tout de même étonnant, alors que ce n'était pas du tout son domaine d'action. Et puis, elle réunit dans la ville de Tours un parterre d'industriels du secteur du multimédia et des TIS, et elle leur tient le discours suivant. Le marché européen des technologies de l'information et de la communication demeure trop étroit, trop fragmenté. Le nombre trop faible des utilisateurs et des créateurs pénalise notre industrie. Madame Cresson n'était pas commissaire à l'industrie, Madame Cresson était commissaire à l'éducation. C'était M. Bangemann qui était commissaire à l'industrie. C'est pourquoi, donc parce que le marché des technologies de l'information et de la communication demeure trop étroit, c'est pourquoi il était indispensable de prendre un certain nombre de mesures pour l'aider, le marché, et le stimuler, le marché. C'est l'objectif. Elle ne dit pas c'est l'un des objectifs secondaires. Elle ne dit pas c'est l'objectif principal. Non, c'est l'objectif du plan d'action à prendre dans la société de l'information dont s'est dotée la Commission en octobre 1996. En d'autres mots, les 70 pages sur les mérites pédagogiques et didactiques de l'ordinateur à l'école, ça c'était pour vous, les enseignants. Mais maintenant que je m'adresse, moi, Madame Cresson, à ce parterre d'industriels, je leur dis la vérité. Et la vérité, c'est que si nous voulons absolument que l'école utilise ces engins, c'est parce que ça va inciter ensuite les parents à se doter de machines de ce genre. Au sommet européen de Lisbonne en 2000, ou plutôt dans les documents préparatoires du sommet européen de Lisbonne en 2000, on avait cette information tout à fait intéressante. 49%, attention, c'est en 2000, aujourd'hui ça ne serait plus vrai, hein, mais en 2000, 49% des achats d'ordinateurs par les ménages européens se font après qu'un enfant ait appris à s'en servir à l'école. En d'autres mots, à l'époque, c'est quand le gamin ou la gamine rentrait à la maison en disant « Oh papa, maman, on a été sur les ordinateurs, c'est génial, on peut acheter son billet en ligne pour la SNCF et tout ça. » Excusez-moi. C'est à ce moment-là que les parents disent bah, on va faire comme nos voisins, on va nous aussi aller acheter un ordinateur, et puis ce sera peut-être bien pour la scolarité de la petite. Voilà. C'est ce que j'appelle, je reviens ici, c'est ce que j'appelle le deuxième axe de la marchandisation. Donc le premier axe, c'était privatisation marchande de l'école, qui résulte de l'excédent de capitaux. Le deuxième axe, c'est soutenir les marchés via l'école, par exemple par l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement, de façon à contrer l'excédent de capacité productive. Mais attention, ce n'est pas seulement les technologies de l'information et de la communication. On pourrait aussi citer l'entrée en force dans les écoles, fin des années 90 et depuis lors, mais il y a surtout eu une forte poussée au début des années 2000, l'entrée en force dans les écoles de toutes ces formes de marketing scolaire. Coca-Cola qui venait avec des packages pour expliquer comment lutter contre l'obésité, McDonald's qui avait des documents pédagogiques sur l'alimentation santé, Danone qui venait expliquer ce qu'est un petit déjeuner de qualité.
Danone qui offrait aussi des bonbons Smarties pour les fêtes de fin d'année, mais qu'à cela ne tienne, puisque Colgate était là pour expliquer comment bien se brosser les dents, et ainsi de suite. Le marketing scolaire a connu une formidable, je n'ai plus les chiffres précis ici, parce que ce n'est pas de ça que je voulais parler, je suis en train d'ailleurs de perdre mon temps à dévier de mon sujet, mais il a connu une formidable expansion au début des années 2000. Et j'en arrive alors au troisième axe de la marchandisation de l'école. C'est dans un environnement économique marqué par une exacerbation de la compétition, on attend de l'école qu'elle se recentre sur ce qui devrait, aux yeux du monde économique, être son core business, sa tâche essentielle, produire la main-d'œuvre adéquatement formée dont le marché du travail a besoin, c'est-à-dire produire du capital humain. C'est là, évidemment, qu'on va devoir analyser ce que cela signifie concrètement. Quelles sont les évolutions qui vont caractériser ce recentrage de l'école sur le capital humain. Alors, pour les comprendre, il va falloir prendre en compte d'autres caractéristiques que seulement l'environnement économique et l'environnement scolaire. J'y reviendrai. La phrase qui s'affiche là, qui est extraite des conclusions du sommet européen à Lisbonne en 2000, synthétise en quelque sorte le tournant pris en 2000 par l'ensemble des responsables de l'éducation en Europe, qui se mettent d'accord sur le fait que, je cite, « l'objectif central de la réforme des systèmes éducatifs en Europe est d'aider l'Europe à devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive, la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable. » Je ne sais pas s'il y a parmi vous de jeunes enseignants, apparemment oui quand même, les jeunes enseignants qui sortent de leur formation, on leur a expliqué que l'école sert à développer la personne, qu'elle sert à émanciper, qu'elle sert à assurer des chances égales dans la vie professionnelle et sociale. Mais on ne vous a jamais dit que l'école sert à faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Mais pourtant, tous nos ministres de l'Éducation ont signé un document dans lequel ils disent que l'objectif premier des réformes que doit subir aujourd'hui l'enseignement, c'est ça. Donc voilà la vision qui aujourd'hui domine, pas seulement en Europe, mais dans l'ensemble des pays industrialisés, la vision de l'éducation qui est aujourd'hui devenue dominante. Alors je reviens à mon schéma et on va ajouter d'abord les caractéristiques de l'environnement social. Compétition économique signifie chômage et appauvrissement. Je vais très vite parce que c'est très simple. Et chômage et appauvrissement, pourquoi compétition, ça signifie chômage? Mais parce que la compétition se traduit entre autres par des fermetures d'entreprises, des délocalisations. Ça signifie appauvrissement parce que la compétition se traduit aussi par une pression vers le bas sur les salaires, sur les conditions de travail. Chômage et appauvrissement conduisent à une diminution des capacités de consommation des citoyens et donc à de nouveau un excédent de capacité productive. Ça, c'est facile à comprendre. Et puis, au niveau de l'État, l'environnement de crise, et en particulier la compétition, mais de manière générale, l'environnement de crise conduit à une pression à la défiscalisation compétitive. Pour le dire en termes plus humains et plus faciles à comprendre, chaque fois qu'un État diminue d'un demi-point son impôt sur les bénéfices des entreprises ou sur le revenu du capital ou sur les grandes fortunes, l'État voisin dira on a une perte de compétitivité par rapport à notre voisin sur le plan de l'attractivité pour l'investissement de capitaux chez nous et on va donc nous aussi réduire d'un demi-point. Non, on va faire mieux qu'eux, on va réduire de 0,7 points le fameux impôt en question. Résultat, 2 jours plus tard, l'État voisin diminue non pas de 0,5 mais de 0,8 points et ainsi de suite. Ça fait
35 ans maintenant que les États européens sont engagés entre eux dans ce processus de défiscalisation compétitive, puisqu'en Europe, il y a une harmonisation sur le plan du mouvement des travailleurs, par exemple, mais il n'y a absolument aucune harmonisation sur le plan de la fiscalité, et chacun continue de diminuer les impôts sur les grandes fortunes, les impôts sur le capital, etc. Résultat, eh bien, résultat, il y a une diminution des recettes de l'État. Diminution des recettes de l'État qui est encore aggravée par la situation sociale, puisque l'assiette sur laquelle on peut lever l'impôt des personnes et la TVA diminue également. Et cette diminution des recettes conduit à une politique d'austérité. Politique d'austérité qui, soit dit au passage, aggrave de nouveau la situation sociale, puisque austérité signifie moins d'allocations sociales et signifie aussi diminution de l'emploi dans la fonction publique. Et on revient à l'enseignement. L'enseignement est un des secteurs touchés par cette politique d'austérité. Je n'ai pas de chiffres, malheureusement, pour la France. Enfin, je n'ai pas pris le temps de les rassembler. Voici des chiffres pour la Belgique. Je ne pense pas que ça doit être tellement différent. Si, en France, c'est encore un peu plus mauvais. Ça, c'est l'évolution des dépenses publiques d'enseignement en Belgique entre 1950 et 1980. Elles correspondent à la moyenne des pays d'Europe occidentale. Je ne dis pas la moyenne des pays de l'Europe des 28 actuels, hein, mais si vous prenez que les pays d'Europe occidentale, l'ancienne Europe des 15, on va dire, hein, on a à peu près une évolution de 3% du PIB en 1950. On est passé à un peu plus de 7% du PIB en 1980. 1950, 1980, ce sont des années, ou en tout cas les 20 premières de ces 30 années, ce sont des années de très forte croissance économique. Hein, ce sont les fameuses 30 glorieuses. Forte croissance économique, ça veut dire que non seulement les dépenses ont augmenté en termes relatifs, en pourcentage du PIB, mais comme le PIB lui-même a fortement augmenté durant au moins les 20 premières de ces 30 années, c'est une explosion véritablement des dépenses d'enseignement. Explosion qui correspond à la massification de la participation à l'enseignement secondaire et puis plus tard, une massification de la participation à l'enseignement supérieur. Et puis, là, après, j'ai le détail. Voilà, ça c'est l'évolution pour la Belgique après. Pour la France, j'ai dit que c'est pire, ou c'est mieux, ça dépend de quelle période vous parlez. La France n'est jamais montée au-dessus de 7%. La France, vous étiez aussi aux alentours de 3% en 1950, et puis vous avez atteint à peu près, vous étiez un peu moins de 6% en 1980, et je pense qu'aujourd'hui vous êtes juste un tout petit peu au-dessus de 6%, 6,1 ou 6,05, mais ça dépend aussi des sources statistiques qu'on utilise. Mais si on prend celle de l'OCDE, vous devez être à 6,1% aujourd'hui. Donc, nous aussi en Belgique, hein, pour être tout à fait honnête, je dois dire qu'on est un petit peu remonté depuis vers 6,1. Le graphique, là, s'arrête en 2010. Bien. Tout ça pour dire qu'on est dans une ère de définancement de l'enseignement. Je dis bien définancement parce que même si l'on considère la France, où les dépenses publiques d'enseignement ont d'abord augmenté et puis stagné en pourcentage du PIB, il ne faut pas oublier que durant la même période, surtout la fin du graphique, les effectifs, notamment de l'enseignement supérieur, ont continué de croître. Le nombre d'étudiants dans les universités et dans l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur a continué de croître très fortement. En d'autres mots, les dépenses par étudiant ou par élève, dans la quasi-totalité des pays industrialisés, des pays membres de l'OCDE, en France notamment, en Belgique certainement, ces dépenses ont diminué. Donc c'est bien d'un définancement qu'il s'agit. Ce définancement a comme première conséquence d'encourager la privatisation de l'enseignement, parce que si l'enseignement public dispose de moins de moyens, eh bien, c'est l'enseignement privé qui va plus facilement capter cette manne aux yeux de parents qui estiment que l'enseignement public ne répond plus à leurs attentes. Dans cette privatisation de l'enseignement, il y a un secteur particulier où la France est championne aujourd'hui, c'est le secteur du soutien scolaire à domicile. Le soutien scolaire à domicile, quand vous entrez dans une rame de métro parisien, vous
ne pouvez pas louper les publicités pour Academia, Educadomo et une demi-douzaine d'autres firmes privées qui se spécialisent dans le soutien scolaire aux élèves en difficulté ou en préparation du baccalauréat ou en préparation pour les examens d'entrée dans l'enseignement supérieur et ainsi de suite. La France est championne, oui, parce que la France est aussi championne des taux de redoublement et des échecs scolaires. Et donc, vous êtes le pays européen où ce marché du soutien scolaire privé payant est particulièrement intéressant. Vous êtes les champions en Europe, mais vous n'êtes pas les champions mondiaux. Ça, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud est aujourd'hui le seul pays où les dépenses privées d'enseignement en Corée du Sud dépassent les dépenses publiques d'enseignement. Bien. Mais il y a aussi une contradiction. La grosse flèche noire, là, illustre une contradiction. Il y a, d'une part, les milieux économiques attendent que l'école se transforme pour mieux répondre à ses besoins en main-d'œuvre dans un environnement où la compétition économique est exacerbée. Et d'un autre côté, ces mêmes milieux économiques, via les pressions qu'ils exercent sur l'État pour réduire son train de vie, imposent à l'État une politique d'austérité dont l'enseignement est une des victimes. Donc comment faire mieux, et je mets mieux entre guillemets, mieux au sens où l'entendent les milieux économiques, comment faire un enseignement qui réponde mieux à leurs attentes tout en coûtant moins. Cette contradiction est probablement aujourd'hui la contradiction principale qu'ont à résoudre les systèmes éducatifs des grands pays industrialisés. Et oui, elle est résumée ici, mais je dois sauter de temps en temps une dia parce que sinon on ne va pas y arriver. Pour résoudre cette contradiction, il va falloir prendre en compte, pour comprendre comment ils résolvent cette contradiction, il va falloir prendre en compte un champ qui manque encore dans notre schéma. Si vous espériez qu'on avait atteint le maximum de complexité, vous allez être déçus, ça va encore se corser. Et le champ qui manque, c'est celui du travail, le monde du travail. La tâche est complexe. La tâche est complexe. On nous dit que nous vivons dans une société de la connaissance, ou dans une économie de la connaissance. Le concept est bien connu maintenant depuis le milieu des années 90. Et quand vous demandez autour de vous, et peut-être que si je vous demande à vous-même ce que signifie économie de la connaissance en termes d'évolution du marché du travail, la réponse que vous allez entendre le plus souvent, c'est « Ah ben, dans une économie de la connaissance, il n'y a plus d'emploi que de travail que pour ceux qui ont un très haut niveau de formation, un très haut niveau de qualification. » Et à première vue, c'est ce que montrent effectivement les statistiques. Voici l'évolution de la force de travail en Europe par degré de qualification. Vous avez en haut les travailleurs à haut niveau de qualification, en bas les travailleurs à faible niveau de qualification. Le graphique va de 2000 à 2020. Il y a une ligne pointillée en 2010. C'est parce que de 2000 à 2010, ce sont des données réelles. De 2010 à 2020, ce sont des projections du CDFOP, le Centre européen de développement de la formation professionnelle. Alors, mais les projections sont, jusqu'en 2017 en tout cas, tout à fait correctes. Donc, on va considérer qu'elles seront correctes jusqu'en 2020. Les emplois hautement qualifiés grimpent. Le nombre de travailleurs hautement qualifiés grimpe de 22% à 37% entre 2000 et 2020. Alors que la part des travailleurs faiblement qualifiés chute de 30,6, 31% à 16% en 2020. Donc à première vue, ça semble confirmer l'idée d'un marché du travail où il y aura demain plus que des travailleurs moyennement, voire hautement qualifiés. Le problème, c'est que dans le même rapport du CDFOP, quelques pages plus loin, on trouve ceci. Ceci, c'est l'évolution des... je traduis le titre en anglais, là. Tendance de l'emploi par occupation.
Alors, on a regroupé les occupations en 4 catégories. High skilled, hautement qualifiés. Skilled manual, les emplois moyennement qualifiés manuels. Skilled non manuel, emplois moyennement qualifiés non manuels. Et les emplois élémentaires. Et maintenant, regardez quelles sont les 2 courbes qui partent toutes d'un indice 100 au départ. Les 2 courbes qui grimpent le plus, ce sont les emplois hautement qualifiés, ça, ce n'est pas une surprise, et les emplois élémentaires. En d'autres mots, l'emploi augmente, non pas exclusivement dans les catégories d'emplois qui nécessitent le plus de qualifications, mais l'emploi augmente aux 2 extrémités de la hiérarchie des formations et des qualifications. C'est ce qu'un nombre de plus en plus grand d'économistes ou de sociologues du travail appellent aujourd'hui la polarisation du marché du travail. On la voit peut-être plus clairement encore, je vais sauter celui-là, sur ce graphique-ci. Ça, c'est l'évolution prévue de l'emploi en Europe entre 2015 et 2025. Alors, sans surprise, il y a une très forte croissance des emplois à très très haut niveau de qualification. Cadres supérieurs, ingénieurs, enseignants, médecins, techniciens, infirmiers. Enfin, les très hauts niveaux de qualification, c'est les 2 premiers. Les hauts niveaux de qualification, c'est le 3e. Mais alors, après, vous avez les employés, agriculteurs qualifiés, ouvriers qualifiés et artisans qui sont en chute. Vous entendrez régulièrement le patronat dire on manque de maçons, on manque de soudeurs, on manque de chauffeurs de camions, on manque de... Mais la réalité, c'est qu'il y a une diminution du volume de l'emploi dans ces catégories d'emploi à niveau de qualification intermédiaire. Et par contre, qu'est-ce qui grimpe? Vendeurs et services et tout ce qui est tâches élémentaires. Alors, tâches élémentaires, c'est tellement sibyllin comme expression que j'ai recopié le détail, mais c'est en anglais, j'ai fait ça dans le train tout à l'heure. Donc, les elementary occupations, les occupations élémentaires, ce sont nettoyeurs et aides-nettoyeurs, travailleurs non qualifiés de l'agriculture, de la pêche et des exploitations forestières, mineurs, travailleurs non qualifiés des manufactures et des transports, assistants de préparation de nourriture. En clair, ce sont les cuiseurs de frites dans les McDo, par exemple, ou ceux qui mettent le hamburger dans son emballage carton. Street and related sales and services, travailleurs ce sont des cantonniers, des gens qui font l'entretien des rues, des nettoyeurs, etc., etc. Bon, ça vous donne une idée de quoi il s'agit. Ça, c'est pour la Belgique. On va passer. En d'autres mots, le marché du travail aujourd'hui est caractérisé non pas comme dans les années 50, 60, 70, par une élévation générale des niveaux de formation, mais aujourd'hui par une polarisation. Un étirement des niveaux de qualification, un étirement des niveaux de formation. Avec comme corollaire, d'ailleurs, c'est un élément très important, une surqualification des travailleurs par rapport aux demandes du marché du travail. Aujourd'hui, dans les emplois élémentaires qu'on vient de citer tout à l'heure, eh bien, aujourd'hui déjà, 15% de ces emplois élémentaires sont occupés par des personnes qui ont un haut niveau de qualification. Entrer dans un TGV, moi je passe ma vie dans les TGV, mais entrer dans le bar d'un TGV et demander à la personne qui tient le bar du TGV quel est son niveau de diplôme, 1 fois sur 2, vous tomberez sur un universitaire. Alors que c'est un emploi qui est considéré comme un emploi non qualifié, un emploi qui ne nécessite aucune qualification particulière. Un de ces emplois où, en 48 heures, on est prêt à l'occuper et à travailler dedans. Mais on verra tantôt pourquoi on emploie des universitaires dans ces emplois-là. Bien, polarisation du marché du travail. Cette polarisation du marché du travail, une de ses conséquences, c'est qu'on a besoin de travailleurs à très haut niveau de formation. Et on va donc devoir augmenter le nombre d'étudiants dans les universités. Or, on est dans une situation de définancement, et donc on va encourager la privatisation de tout ce qui concerne la formation universitaire.
C'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on voit autour de nous dans ce campus. Donc, mais je ne parlerai pas de ça, ce n'est pas le sujet. Autre conséquence de la polarisation, si le marché du travail se polarise, ça veut dire si on a besoin d'un étirement des niveaux de formation et de qualification, est-ce que ça a encore du sens de poursuivre cet idéal qu'on avait au moins affiché dans les années 60-70, à savoir cet idéal d'une démocratisation de l'enseignement, d'une élévation générale des niveaux d'instruction, d'une élévation générale des niveaux d'accès à la culture et au savoir. Pendant longtemps, j'ai pensé que je ne trouverais jamais des responsables politiques capables de dire « ben non, puisque le marché du travail se polarise, on doit avoir un enseignement qui lui aussi va se polariser et devenir plus inégalitaire ». Et puis, un jour, je suis tombé sur ce texte-ci. La part des emplois peu qualifiés ou requérant seulement une qualification d'ordre comportemental ou relationnel demeurera considérable dans l'avenir. Certains domaines d'activité, comme la vente, service à la personne, devraient donner lieu à une création d'emplois importante. Dans les métiers d'employés d'ouvriers peu qualifiés, la destruction des emplois sera plus que compensée par la nécessité de remplacer les départs massifs à la retraite. L'auteur de ce texte montre qu'il a bien compris que le marché du travail ne va pas être tous hautement qualifiés. On a besoin encore de travailleurs et même peut-être de plus en plus de travailleurs à faible niveau de formation. Et il continue, et vous voyez en même temps d'où vient ce texte, du rapport Tello, il continue en disant « La notion de réussite pour tous ne doit donc pas prêter à malentendu. » De réussite scolaire, c'est de ça qu'on parle ici. La notion de réussite scolaire ne doit pas prêter à malentendu. Elle ne veut pas dire que l'école devrait se proposer de faire que tous les élèves atteignent les qualifications les plus élevées. Ce serait une illusion pour les individus et une absurdité sociale, puisque les qualifications ne seraient plus associées même vaguement à la structure des emplois. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie. Ça signifie que il ne faudrait pas former 70% d'universitaires si on a besoin de 60% de remplisseurs, de distributeurs de canettes de coca. L'OCDE, qui n'a de compte à rendre à personne, peut se permettre un discours encore plus clair, s'il est possible d'être plus clair que ce qu'on vient de lire. Tous les élèves n'embrasseront pas une carrière dans le dynamique secteur de la nouvelle économie. En fait, la plupart ne le feront pas, de sorte que les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. Je suis persuadé que si on vous demande à vous, est-ce que vous essayez de faire en sorte que tous vos élèves aillent le plus loin possible, vous allez répondre, ben oui, évidemment, c'est ce que j'essaye de faire. Eh bien, l'OCDE vous dit non. Les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. Les programmes scolaires doivent être conçus de sorte que certains, au moins, n'aillent pas trop loin. Parce que s'il n'y en a pas certains qui ne vont pas trop loin, eh bien, il va y avoir un décalage entre les formations et l'évolution du marché du travail. L'adéquation de l'école avec les demandes en capital humain, c'est-à-dire notre troisième axe de notre marchandisation de l'école, l'adéquation de l'école avec les demandes en capital humain signifie concrètement, aujourd'hui, dans l'environnement du marché du travail actuel, qu'il faut abandonner le rêve d'une démocratisation de l'enseignement et qu'il faut accepter une plus grande polarisation, une plus grande dualisation des niveaux de formation, des niveaux de qualification dans l'école. Ce n'est pas tout. Et on va enfin en arriver au sujet. Une autre conséquence de l'environnement de crise et du rapide développement des technologies, c'est l'imprévisibilité du marché du travail. Personne ne sait aujourd'hui, étant donné cette vitesse du développement des technologies, étant donné la vitesse à laquelle les marchés se créent ou disparaissent ou se modifient, personne ne sait quels seront les marchés porteurs dans 10 ans. Personne ne sait donc quels seront les rapports techniques de production dans 10 ans, aussi bien dans l'industrie que dans les services. Et
Partant, personne ne sait quelles sont les qualifications dont on aura besoin sur ce marché du travail dans 10 ans ou dans 15 ans. Et donc ça pose un problème, parce que d'un côté, on dit qu'il faut que l'école réponde aux besoins futurs du marché du travail, mais d'un autre côté, l'imprévisibilité inhérente à l'environnement de crise, inhérente au capitalisme lui-même et inhérente au rapide développement des technologies, fait qu'il est impossible, en tout cas extrêmement difficile, d'anticiper quels seront ces besoins. À ça s'ajoute la précarité de l'emploi, que je ne développe pas parce que vous le connaissez ça aussi bien que moi. Et précarité et imprévisibilité se conjuguent pour dire que, ou pour faire en sorte que le maître mot dans tous les rapports émanant d'instituts économiques et traitant de l'adéquation entre école et marché du travail, le maître mot, le mot qui revient à toutes les pages, et même 10 fois par page, est le mot flexibilité ou adaptabilité. Ce que l'on demande à l'école aujourd'hui, en termes d'adéquation avec la demande du marché du travail, ne se traduit pas par des énoncés de savoir, par des énoncés de connaissances, de qualifications, mais se traduit par une demande de flexibilité, d'adaptabilité. Et dans le champ pédagogique, ça va donc se traduire par... Ah non, je vais trop vite. C'est à cause de ce système qu'on m'a mis ici, avec les systèmes habituels, HDMI et autres. Je vois sur mon écran la dia suivante qui va arriver. Et ici, je suis chaque fois surpris par... Je m'attendais à voir autre chose que ça, mais ce n'est pas grave. Le savoir est devenu, dans nos sociétés et nos économies en évolution rapide, un produit périssable. Ce que nous apprenons aujourd'hui sera dépassé, voire superflu demain. Ça, je vais la sauter. Voilà. Et les jeunes qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail seront amenés à changer d'employeur, voire d'emploi, à plusieurs reprises au cours de leur carrière. Dans ces conditions, pour être préparé au marché du travail actuel, il faut être capable de faire face à l'incertitude et au changement. Compétence. Savez-vous comment on définit la compétence dans l'approche par compétence ? Le mot compétence, en formation professionnelle, par exemple, il avait un sens, il y a 30 ans de cela. En formation professionnelle, le mot compétence avait un sens très simple et contre lequel il n'y a rien à redire. Le mot compétence signifiait un ensemble de connaissances, de savoir-faire, d'attitudes, d'expériences qui permettaient à quelqu'un d'être efficace face à une catégorie de tâches données. Ça, c'était la définition de la compétence. Je n'ai aucun problème avec cette définition de la compétence. Je souhaite ardemment que le médecin qui va aller examiner le mal dont je vous parlais tout à l'heure sera compétent. Je souhaite ardemment que le pilote de l'avion qu'il m'arrive parfois de prendre pour des déplacements plus longs est également compétent dans ce sens-là du mot compétence. Mais dans l'approche par compétence, le mot compétence ne signifie plus ça. Dans l'approche par compétence, la compétence ne s'identifie pas à un ensemble de savoir, savoir-faire, connaissances, attitudes, expériences. La compétence est de l'ordre de la capacité de mobiliser des savoirs. Dans l'approche par compétence, on dit « vous êtes compétent pas si vous possédez des savoirs. À la limite, vous ne devez même pas les posséder. Ce qui est important, c'est que face à une situation nouvelle, inédite et complexe, vous soyez capable d'aller chercher et mobiliser des savoirs nouveaux. » Ça, c'est la définition de la compétence dans l'approche par compétence. La façon typique de travailler en approche par compétence ne consiste pas à dire aux élèves « voici les énoncés théoriques et maintenant vous allez vous exercer à les utiliser ». La façon typique de travailler en approche par compétence consiste à dire « voici un problème à résoudre ». Maintenant, allez sur les ordinateurs, allez dans les encyclopédies, allez chercher les savoirs dont vous avez besoin pour résoudre le problème. Ça, c'est la façon typique. En d'autres mots, on met l'élève face à des situations nouvelles, complexes, et on lui dit « tu n'as pas les savoirs, mais
face à cette situation, tu dois aller les chercher. Ça, c'est la définition de la compétence dans l'approche par compétence. Et attention, hein, effectivement, on semble voir là-bas des ressemblances avec les pédagogies constructivistes, mais je n'élaborerai pas cette question parce qu'on n'a pas le temps. La popularité croissante des compétences dans les systèmes éducatifs s'explique par la volonté de rapprocher l'éducation du marché du travail, en préparant mieux les étudiants à travailler de manière flexible et adaptable dans leur vie professionnelle. Est-ce que vous avez déjà vu une citation où on dit les choses plus clairement que ça? Alors, on aimerait bien que ce soit quelqu'un de connu, hein. On aimerait bien que ce soit, je ne sais pas moi, Blanquer ou quoi qui ait dit ça, mais ce n'est pas lui. Le VLOR, c'est le, si je vous le dis, vous n'allez déjà pas le comprendre, le Vlaamse Onderwijsraad. C'est le Conseil supérieur de l'éducation en Flandre. C'est du flamand, oui. Vlaamse Onderwijsraad, c'est du flamand. Pourquoi est-ce que je mets une citation de ces gens? D'abord parce qu'elle est très belle, cette citation. Elle dit très clairement à quoi servent les compétences. Et puis parce que les hommes politiques de culture germanique enfin plutôt les citoyens de culture germanique ont un grand avantage sur nous, citoyens de culture latine, c'est que leurs hommes politiques ont l'habitude de dire les choses beaucoup plus clairement. Ils n'ont pas pour habitude de commencer par prendre une demi-douzaine de précautions oratoires et puis d'enrober ce qu'ils ont à dire d'une couche ou de plusieurs couches de sucre et de miel pour faire mieux passer l'essentiel qu'ils tairont à la méchante population. Eux, ils vont plutôt dire, voilà, si on va vers les compétences, c'est pas parce qu'il y a des pédagogues qui nous ont dit que c'était mieux de travailler par compétences. Non, si on va vers les compétences, c'est parce que l'OCDE nous a expliqué que c'était mieux pour assurer la flexibilité de la main-d'œuvre. Voilà. Mais l'OCDE dit la même chose. Hein. Pourquoi les compétences? Pour quelles raisons ces compétences, somme toute assez classiques, se retrouvent-elles maintenant sur le devant de la scène? Réponse, parce que les employeurs ont reconnu en elles des facteurs clés de dynamisme et de flexibilité. Une force de travail dotée de ces compétences sera à même de s'adapter continuellement à la demande et à des moyens de production en constante évolution. Il y a encore un élément à traiter quand même. Nous avons d'une part la polarisation du marché du travail et d'autre part la demande de flexibilité. Le problème, c'est que nous avons des systèmes éducatifs dans lesquels, pour diverses raisons, les élèves suivent un enseignement de tronc commun jusqu'à un certain âge, généralement aux alentours de 15 ans. 16 ans dans les pays scandinaves, 15 ans en France, 12 ans, 12, 13 ans en Belgique. C'est 13 ans officiellement, mais en réalité c'est 12 ans, 10 ans en Allemagne. Mais bon, la plupart des pays, c'est aux alentours de 15 ans. Et la question se pose alors, mais il y a ce tronc commun d'enseignement, et puis après on sait que les trajectoires sociales et professionnelles vont être extrêmement variées et terriblement étirées. D'un côté, ceux qui iront vers des emplois à très haut niveau de qualification, de l'autre, ceux qui iront vers des emplois à très faible niveau de formation ou d'exigence en termes de formation. Et les responsables de l'OCDE, de la Commission européenne, de la Banque mondiale s'interrogent et se disent « mais qu'est-ce qu'on doit mettre comme tronc commun alors ?» Et la réponse à cette question, elle va venir de l'analyse fine de la nature de ces nouveaux emplois non qualifiés qui se développent aujourd'hui. Regardez, voici pour les États-Unis, entre 2000 et 2010, les principales créations d'emplois. Vous en avez 3 ou 4, excusez le daltonien que je suis d'avoir un petit peu eu du mal avec les couleurs, mais tous ceux que je vais vous lire maintenant sont pour moi, ou étaient pour moi à l'origine dans la même couleur. On va commencer à droite. Analyste informaticien, ingénieur système, enseignant du post-secondaire, manager et cadre, et informaticien développeur. 5 emplois à très haut niveau de formation, très haut niveau de qualification. Puis vous en avez 3 en noir, instituteur, infirmier
et services informatiques. Emploi à niveau de qualification intermédiaire, moyen. Tous les autres, ou presque tous les autres, à l'exception des deux munis d'une astérisque, tous ceux en bleu clair sont des emplois qualifiés dans le document d'où viennent ces chiffres en anglais, Short Term On-the-Job Training, formation de courte durée sur le tas. Et le document précise que par formation de courte durée sur le tas, il faut entendre une formation de, tenez-vous bien, maximum 48 heures. Pas 48 heures de formation au lendemain à la sortie du berceau. C'est 48 heures de formation à la sortie de l'enseignement obligatoire, qui aux États-Unis est de 12 années. Numéro 1, restauration et fast-food. 673 000, c'est fois 1000 chaque fois, 673 000 créations d'emplois en 10 ans. Restauration et fast-food. Vendeurs au détail, 510 000. Caissiers, 474 000, 74 000. Clercs de bureau, 430 000. Je ne sais pas si vous voyez, mais chacun de ces emplois, difficile d'avancer ces chaises, hein, chacun de ces emplois nécessite, à défaut d'une qualification, nécessite quand même un certain nombre de savoir-faire, compétences instrumentales. Prenons le clerc de bureau, l'employé général de bureau. Sur son bureau, il a un téléphone. Je cherche un téléphone, j'en ai pas. Un téléphone, et quand il prend son téléphone, il doit pouvoir dire allô, monsieur, ici l'entreprise Intel, veuillez patienter un instant, je vais vous mettre en communication avec madame Intel. Il doit pouvoir s'exprimer poliment au téléphone. Wait a moment, please, I will transfer you to... Warten Sie einen Augenblick, bitte, ich kommuniziere Sie mit... Communication en langue française, communication dans 2 ou 3 langues étrangères. Sur son bureau, il a un ordinateur avec une boîte mail. Il reçoit 450 mails par jour, il doit éliminer les 400 spams et transférer les 50 mails intéressants vers qui de droit dans l'entreprise. Il ne faut pas que quand on l'embauche, on lui dise ils disent « Oh, mais je ne sais pas comment il faut faire pour transférer un mail ». Non, il faut que ce soit une compétence acquise à ce moment-là. Il a un tableau Excel. Ce n'est pas lui qui a programmé le tableau Excel, mais il doit pouvoir y encoder les heures d'entrée et de sortie des différentes personnes qui travaillent dans son bureau, et ainsi de suite. Il ne dispose pas d'une qualification, mais on attend de lui qu'il maîtrise à un niveau élémentaire une très large panoplie de compétences dites de base. Le suivant, c'est l'agent de sécurité. N'oubliez pas qu'on est aux États-Unis, et je suppose qu'aux États-Unis, le fait de pouvoir se servir d'un revolver est une compétence de base partagée par tous en maximum 48 heures à la sortie de l'école. Serveurs, serveuses, aides-soignants. Les aides-soignants, ce n'est pas des aides-soignants diplômés, hein, c'est des aides-soignants, ce sont ceux qui transbordent le malade d'un brancard vers son lit et vice-versa. Personnel de nettoyage et d'entretien, on en saute quelques-uns. Les food counters, vous savez ce que c'est? Littéralement les compteurs de nourriture. Ce sont les personnes qui remplissent les distributeurs automatiques de boissons, canettes de coca, pizza, sandwich emballés sous vide avec des dates de péremption à 5 ans, etc. Réceptionniste, conducteur de... Rigolez pas, ça existe vraiment. Hein. Ça existe vraiment. C'est une entreprise qui a racheté à l'armée américaine le brevet des sandwichs emballés sous vide avec une date de péremption à 5 ans. J'ai encore droit à combien de temps? Ne me répondez pas, moins 10. J'ai déjà parlé 10 minutes de trop, c'est ça? Bon, je vous raconterai pas la blague alors sur les sandwichs emballés sous vide. Ce sera pour une autre fois. Emballeur, conducteur de camionnette et réceptionniste. Bien. Pas besoin de ça. L'OCDE et la Commission européenne ont donc établi la liste de ces fameuses compétences de base que tout le monde doit posséder
que tout le monde doit posséder à la fin de l'enseignement obligatoire et de préférence dès l'âge de 15 ans. Et pour bien s'assurer que tout le monde les possède, on a axé là-dessus des enquêtes internationales, l'enquête PISA notamment, l'enquête TIMSS, l'enquête PIRLS, destinées... Je vais attraper le tournis si on continue à... Vous voyez la même chose, vous ? Non. Ce n'est que moi qui... Bien. Communication dans la langue maternelle, communication dans une langue étrangère, culture mathématique, compétences de base en sciences et technologies, culture numérique. Vous voyez que les 3 premiers, c'est PISA. Culture numérique, apprendre à apprendre, compétences interpersonnelles, esprit d'entreprise, sensibilité culturelle. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir. Les connaissances, dit le service européen Eurydice. Service Eurydice, c'est le service qui est chargé d'étudier dans quelle mesure les systèmes éducatifs suivent bien les recommandations qui ont été unanimement acceptées à Lisbonne. Les connaissances évoluent à un rythme tel que les écoles sont contraintes de se borner à doter les élèves des bases qui leur permettront de développer par eux-mêmes leurs connaissances dans les domaines qui les intéressent. Remarquez l'euphémisme. Le domaine qui les intéresse, c'est évidemment pas le domaine qui les intéresse, c'est le domaine qui intéresseront leurs futurs employeurs. Il est en effet impossible de tout leur enseigner dans un monde où la somme de connaissances et d'informations augmente de manière exponentielle. C'est un argument qui revient très souvent. Plus il y a de connaissances, moins il faudrait en enseigner. Personnellement, je n'ai jamais compris cet argument, mais c'est assez... Claude Allègre était déjà un grand spécialiste de nous dire... le millefeuille des connaissances s'effondre sous son propre poids. Et ça veut dire que la flexibilité, ce n'est pas seulement la flexibilité du marché du travail en termes de formation initiale, c'est aussi une flexibilité qui doit rester là toute la vie. Il faut préparer, dit l'Europe, il faut préparer les citoyens à être des apprenants motivés, autonomes, à même d'interpréter les exigences d'un marché du travail précaire dans lequel les emplois ne durent plus toute une vie. Ils doivent prendre en main leur formation afin de maintenir leurs compétences à jour et de préserver leurs valeurs sur le marché du travail. Ça veut dire que l'on est en train d'individualiser le rapport entre l'emploi et la formation. Jusque-là, la relation emploi-formation était régulée par quelque chose qu'on appelait la qualification. Et la qualification, c'était un ensemble reconnu qui donnait lieu à des négociations qui garantissaient un certain niveau de revenus, qui garantissaient certaines conditions de travail, qui garantissaient une certaine protection sociale. On remplace ce régulateur qui est la qualification par un nouveau régulateur qu'on appelle l'employabilité ou le portefeuille de compétences, c'est la même chose. Et ce portefeuille de compétences, ce n'est plus un système collectif qui en assure la valeur, c'est l'individu seul qui est responsable de valoriser et de bien choisir son portefeuille de compétences, donc son employabilité par rapport aux évolutions du marché du travail. Donc cette individualisation du rapport entre formation et travail, pour moi, c'est un aspect vraiment essentiel de l'évolution des systèmes éducatifs actuels, et tous les glissements de savoir vers les compétences, mais aussi de pédagogie différenciée et individualisée dans les écoles, s'explique par cette volonté de flexibiliser le marché du travail au final. Voilà. Et je vais ne pas parler du dernier aspect, parce que ce n'était pas le sujet. Le dernier aspect, c'est que je ne vais pas le développer, je vais juste le citer. Le dernier aspect, c'est que la flexibilité demandée sur le marché du travail se traduit aussi par une demande de flexibilité, non seulement au niveau du travailleur, non seulement au niveau de la relation formation-travail, les 2 points que je viens de développer, mais aussi au niveau de l'organisation des systèmes éducatifs eux-mêmes. Il ne faut pas seulement que les produits qui sortent de l'école soient flexibles, il faut aussi que le système éducatif lui-même devienne plus souple, plus flexible. Ça veut dire abandonner ce lourd paquebot de l'éducation nationale et le remplacer par une flottille de petits navires
régionaux, locaux, voire complètement indépendants, qui peuvent beaucoup plus facilement se manœuvrer en fonction des demandes locales, de l'évolution des demandes locales de l'économie, qui peuvent aussi plus facilement être mises en compétition et qui peuvent aussi plus facilement permettre de, c'est la dernière citation, briser les résistances, la résistance naturelle de l'enseignement. La commission REFER, c'est une commission qui a été mise en place par Édith Cresson pour se pencher au début des années 90 sur la nécessaire réforme de l'école. La résistance naturelle de l'enseignement public traditionnel, BERC, c'est vous ça, devra être dépassée par l'utilisation de méthodes combinant l'encouragement, l'affirmation d'objectifs, l'orientation vers l'utilisateur et la concurrence, notamment celle du secteur privé. Voilà, je pense qu'ainsi, la boucle est bouclée et on a à peu près notre tableau qui est complet et on voit tout ce qui est en gris foncé là, c'est la forme, ce sont les formes concrètes que prend cette orientation de l'enseignement sur sa mission de former du capital humain. Voilà. J'avais encore juste une petite photo. C'était pour m'occuper dans le train, oui. Mais j'ai pas résisté parce que d'un côté, c'était les promesses. En moins d'1 an, un diplôme, un métier, un emploi. Promesse de la privatisation et de la marchandisation de l'école. Et de l'autre côté, la réalité du marché du travail. La brave dame qui est devant l'objectif se demandait ce que je lui voulais. Voilà, merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis là. Je voudrais juste faire 2-3 remarques un peu plus nuancées peut-être par rapport à l'approche par compétence. Je ne me pose pas en défenseur de la compétence, juste pour situer mon propos, mais juste peut-être 2-3 nuances. D'abord, les premiers textes scolaires en France qui ont abordé la notion de compétence, c'est un texte en primaire en 78, bien avant. Un texte en primaire dans le primaire en 78, ouais. 1978. Donc bien avant toute la recrudescence qu'on connaît des textes européens et tout ça. Donc voilà, peut-être juste un élément de nuance quand on parle que ça vient forcément des institutions européennes. Voilà, ça s'est arrivé quand même un petit peu avant aussi. Une deuxième remarque, c'est qu'on a aussi tout un pan de la littérature scientifique et professionnelle sur la compétence qui parle aussi de certaines... Alors je ne vais pas parler de vertus, mais en tout cas de la compétence comme moyen de donner plus de sens aux apprentissages, de permettre d'avoir un système qui peut-être est moins inégalitaire puisqu'on va réussir aux élèves à apprendre à utiliser les savoirs. Et donc, tout à l'heure, vous avez dit que l'approche par compétence, c'était uniquement parfois mobiliser des savoirs sans forcément les maîtriser. Je ne suis pas certaine qu'on puisse le faire. Et justement, il y a tout aussi un pan de l'approche par compétence qui cherche vraiment à cette maîtrise des savoirs pour les utiliser dans des situations complexes, certes, mais qui cherche aussi la routinisation, donc l'apprentissage vraiment réel de ces savoirs-là, routinier et pas seulement dans des situations novatrices. Donc je pense qu'il y a quand même plusieurs pans dans l'approche par compétence qu'il faut pouvoir mobiliser là-dessus. Dernier point, je suis d'accord avec vous sur pas mal de points autour des compétences et notamment tous les textes que vous avez évoqués sur l'OCDE et les institutions européennes. Mais par contre, on a quand même certains textes francophones, des textes institutionnels et professionnels qui s'intéressent vraiment à l'émancipation via la compétence, c'est-à-dire vraiment la maîtrise des savoirs. Et je ne pense pas qu'il faille opposer les deux forcément. On manque de recul scientifiquement aussi là-dessus. Mais voilà, c'était juste pour faire un peu une petite nuance par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Et peut-être évoquer quand même certains autres travaux qui défendent la compétence comme un moyen de rendre aussi le système plus égalitaire. On en prend plusieurs peut-être. Oui. Oui, parce que si on prend que celle-là, je vais répondre pendant 1 heure. D'autres questions ? On prend peut-être une volée de questions.
Moi, c'est pas une question, c'était juste que vous nous avez alléché. J'ai trouvé votre exposé très très intéressant. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce leurre qu'on nous a tendu en nous faisant croire que par l'approche par compétences, on développait des stratégies issues de Freinet et Montessori. C'est la même question, évidemment. Parce que pour répondre à la première question, ce que je comptais faire, c'était répondre à la vôtre. Mais... Oui, ça marche. Est-ce que l'élévation du niveau scolaire, donc jusqu'à l'université, ne permettrait pas d'élever ce niveau de compétence recherché par le milieu économique? Et donc, je n'ai pas bien compris. Est-ce que l'élévation du niveau scolaire, donc en allant jusqu'à l'université, Oui. ne permettrait pas d'élever aussi le niveau de compétence recherché par le niveau de compétence recherché par les milieux économiques? Et donc, ça ferait double... tout le monde serait gagnant, à la fois émancipation avec élévation du milieu scolaire jusqu'au niveau universitaire et un niveau de compétence plus important, permettant une employabilité plus importante aussi. Je m'interrogeais sur dans quelle mesure on avait intérêt à sanctuariser l'école en quelque sorte du monde du marché pour pouvoir préserver sa visée émancipatrice. Et ce qu'on aurait à y gagner ou à y perdre de votre point de vue? Attends, ce qu'on aurait à gagner, à perdre, à sanctuariser l'école, à la séparer du milieu économique. Oui. En termes de visée émancipatrice, bien sûr. Première réponse? Oui. Oui. Elle n'est pas très compliquée. Dans votre beau schéma, s'il y avait un petit nuage sur les valeurs, et actuellement l'augmentation, le développement de la valeur individualiste, et ça me fait penser à ça, c'est-à-dire le portefeuille de compétences, c'est un peu l'ubérisation de la société, et on arrive à l'élève Uber, c'est-à-dire qu'il va gérer lui-même son propre parcours, ses propres échecs, sa responsabilité individuelle. Et la question est? Non, c'était un point de vue. Ok. Bon, on peut en rajouter, mais avec celle-là, moi, je peux tenir 2 heures, si vous voulez. Non, sérieusement, combien de temps? 20 minutes, hein? 20 minutes. Bon, je me doutais bien qu'on n'allait pas échapper à quelque chose d'un peu plus sérieux sur l'approche par compétences. Voici la définition de l'approche par compétences, une des plus célèbres, je pense, par Mantier-Paquet 2002. Non, je vais d'abord répondre à autre chose. Le mot compétence apparaît dans les textes de l'éducation bien avant les années 2000, bien avant les années 90. Mais ce qui est nouveau à partir, grosso modo, du milieu des années 90, c'est le sens du mot compétence, la signification du mot compétence qui change. Quand on parle de compétence, et c'est essentiellement dans l'enseignement professionnel ou dans l'enseignement à vocation qualifiante qu'on parle de compétences dans les années 70 ou dans les années 80. Quand on y parle de compétences, on parle de, je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure, mais avec un schéma à l'appui,
la compétence, dans ces textes des années 70, 80 et encore jusqu'au début des années 90, la compétence, c'est un ensemble de connaissances, de savoirs, d'attitudes et d'expériences qui permet de mener à bien une tâche dans une catégorie de tâches données. Dans l'approche par compétence, c'est-à-dire dans l'acception nouvelle du mot compétence à partir du milieu des années 90 et très fortement à partir des années 2000, la compétence ne s'identifie plus au savoir-faire, aux connaissances et aux attitudes. La compétence est la capacité de mobiliser des savoirs en vue de mener à bien une tâche, et on ajoute complexe et inédite. Donc il y a deux éléments nouveaux. Le premier élément nouveau, c'est que la compétence n'est plus des savoirs dont je peux me servir, mais c'est la capacité de me servir de, et je dis bien de et pas des, de savoir. Je suis capable d'aller chercher un savoir quand j'en ai besoin et de le mettre en œuvre pour mener à bien, et c'est le deuxième élément nouveau, une tâche complexe et inédite. Revenons au texte de Parmentier et Paquet, parce que je trouve qu'il est extrêmement éclairant. Si on prend le temps de le lire calmement. Dans l'approche par compétence, les contenus matières ne sont plus considérés comme une fin en soi, mais comme une ressource que l'apprenant doit s'approprier pour développer des compétences. Donc, le premier élément essentiel dans l'approche par compétence, c'est que l'objectif de l'enseignement n'est pas de transmettre un savoir. L'objectif de l'enseignement est d'utiliser des savoirs comme ressources pour développer des compétences. Et les compétences, ce n'est pas des savoirs. Les compétences, c'est la capacité de résoudre une tâche en utilisant des savoirs. Le rôle de l'enseignant, pardon, j'oublie mon micro, le rôle de l'enseignant n'est plus de transmettre ces contenus matières comme tels, mais de concevoir et de gérer des séquences d'apprentissage dans lesquelles les apprenants sont confrontés à des situations nouvelles et motivantes qui les amènent à interagir pour chercher et traiter l'information nécessaire pour y faire face adéquatement et ou leur donner sens. C'est là qu'on pourrait se dire, mais tiens, c'est la même chose que les pédagogies constructivistes. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qu'une pédagogie constructiviste ? Une pédagogie constructiviste, c'est une pédagogie dans laquelle on dit les savoirs, historiquement, ils ne sont pas tombés du ciel. Les savoirs, ils ont connu tout un processus historique de construction. Moi, personnellement, j'ai fait carrière comme professeur de physique et de mathématiques. Ma formation, c'est physicien, et les connaissances en physique, elles ont une histoire, elles ont un passé, elles ne sont pas. Il n'y a pas un jour quelqu'un qui a dit l'énergie cinétique, c'est ça. Non, il y a eu tout un processus de construction. Et la pédagogie constructiviste, elle dit quoi ? Elle dit si on veut que l'élève maîtrise ce savoir, qu'il intériorise ce savoir, c'est-à-dire qu'il le maîtrise conceptuellement, il faut qu'il traverse dans sa tête et par son activité propre un processus où il parcourt en quelque sorte un processus de construction ou de reconstruction de ses connaissances, de ses savoirs. Ça, c'est une démarche constructiviste. Et donc la ressemblance avec ceci, elle est où ? C'est que dans une démarche constructiviste, une pédagogie constructiviste, on va mettre l'élève au travail sur ce qu'on appelle des chantiers de recherche, des chantiers qui donnent sens aux connaissances. Et dans cette activité, l'enseignant va guider l'élève. Il ne va pas lui dire « voilà » la réponse à la question, mais il va le guider pour que l'élève arrive, d'une façon ou d'une autre, à reconstruire la connaissance qu'on veut lui transmettre. Mais le rôle de l'enseignant est quand même toujours, le but de l'enseignant est quand même toujours, au bout du compte, d'avoir transmis un savoir. Ici, on nous dit le but de la démarche n'est pas de transmettre un savoir.
Le but de la démarche, c'est juste d'exercer une compétence. Je reviens dans un instant sur ce schéma. Je vais un peu plus loin. Je vais peut-être essayer de clarifier encore les choses. Enseignement traditionnel dans sa vision caricaturale. Moi, personnellement, les profs que j'ai eus à l'école, ils n'étaient pas tous dans cette caricature. Enfin, la caricature du mauvais prof de jadis. Les savoirs viennent du prof. Et une fois que les savoirs venant du prof ont été transmis, ils vont être éventuellement utilisés. Exemple en physique, je n'ai pas d'exemple en éducation physique, mais exemple en physique, je mets au tableau la formule de l'énergie cinétique, E égale mv carré sur 2, et puis je dis aux élèves, allez-y, calculez-moi l'énergie cinétique d'une voiture roulant à 120 km/h, calculez-moi l'énergie cinétique d'une voiture roulant à 60 km/h, et montrez que pour passer de 60 à 120, il faut 3 fois plus d'énergie que pour passer de 0 à 60. Bon, voilà, pratique. Approche par compétence. Je ne donne pas la théorie aux élèves, je donne une tâche pratique aux élèves. Et une fois qu'ils ont la tâche pratique, les élèves doivent commencer à chercher. Et ils vont chercher, le petit nuage, c'est le cloud, hein, Internet. Ils vont chercher, pas forcément sur Internet, ils peuvent aussi chercher ailleurs, des savoirs. Et une fois qu'ils ont les savoirs, on va les mobiliser pour résoudre la tâche pratique. L'exemple le plus, pas seulement le plus frappant, mais le plus valorisé au sein de l'approche par compétence de cette démarche, c'est ce qu'on appelle l'école inversée, la classe inversée. La classe inversée, c'est on va proposer une tâche, puis on va dire, pour résoudre cette tâche, vous allez avoir besoin d'un certain nombre de connaissances théoriques. Ça, vous allez les étudier à la maison, vous allez les rechercher à la maison, c'est encore mieux que de les étudier, vous allez les rechercher à la maison, et puis vous revenez en classe demain, et on va ensemble travailler sur les savoirs que vous aurez étudiés, appris chez vous à la maison. Les défenseurs de l'approche par compétence nous disent, en travaillant ainsi, on donne du sens au savoir, comparé à la méthode précédente où le savoir tombe du ciel sans aucun lien avec la pratique. Le problème, c'est que la réalité du lien entre théorie et pratique, elle est beaucoup plus complexe que ça. En réalité, de la pratique naissent des observations directes qu'on appelle des savoirs empiriques, naissent aussi des questionnements. Où trouve-t-on un gué? Observation empirique, il y a un gué là-bas sur la rivière où je peux traverser avec les genoux à sec. Questionnement, je ne connais pas cette rivière, est-ce que je ne pourrais pas anticiper l'endroit où se trouve le gué? À force d'observation empirique et de questionnement, j'arrive à conclure, j'ai observé que, en général, les gués se situent là où les rivières sont, comment? Plus? Ah ouais? C'est un peu de traverser un torrent étroit et profond, là où les rivières sont larges. L'endroit où le Rhône est le plus large, c'est le lac Léman, c'est pas un gué. Il faut deux conditions. Il faut que ce soit large et là. Ah oui, un peu profond, je ne vois pas. Ça, c'est ce que je ne vois pas. Mais quand je vois une rivière de loin, comment est-ce que je peux dire où il y a un gué? Il faut que la rivière soit rapide et large. Si elle est rapide et large, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau qui passe sur une grande largeur, donc sur une faible hauteur. Eh oui, voilà. Donc, à partir de ma pratique, je fais des observations, je me pose des questions, et à force d'accumuler des observations, je construis une théorie. Fausse ou correcte. Et quand j'ai une théorie fausse, c'est pas grave parce que
Non, je la teste dans la pratique, et si ça ne marche pas, j'ai quand même fait un pas en avant, puisque j'ai éliminé une hypothèse, et je peux donc en formuler une nouvelle. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Pour vous montrer que la relation entre théorie et pratique, c'est une relation beaucoup plus complexe que simplement de dire le sens des connaissances et la maîtrise du savoir, c'est juste une question de l'utiliser. Ce que je reproche à l'approche par compétence, c'est qu'elle réduit le savoir à sa fonction instrumentale. Elle réduit le sens du savoir à son usage. Dans une démarche constructiviste, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ça. On construit le savoir. Ça veut dire on observe. À partir d'observations, on se pose des questions. À partir d'observations et de questions, on formule des hypothèses. Ces hypothèses, on les vérifie. Si la vérification ne fonctionne pas, on refait des observations, et ainsi de suite. C'est ça, une démarche constructiviste, c'est la démarche, c'est la marche normale du progrès de la science. Et je n'ai pas le temps de dire tout ça. Mais non. Non, je vais juste vous montrer encore un point qui répondra en même temps encore un point. J'ai déjà parlé 15 minutes, c'est ça? 10. 10. Voilà. Allez. Quand on nous a introduit en Belgique l'approche par compétences, on nous a dit, dans le cours d'histoire par exemple, la construction progressive par cours d'histoire, programme d'histoire en 5e, c'est-à-dire 5e secondaire, hein, donc c'est chez vous, c'est la première, l'année avant la terminale. La construction progressive par chaque élève d'un cadre de référence et d'une vision organisée de l'histoire ne constitue pas ou plus l'objet final de l'évaluation. Seule la maîtrise des 4 compétences énoncées ci-dessous sera prise en compte. Sélectionner des renseignements utiles, analyser et critiquer un ensemble de sources, organiser une synthèse mettant en évidence des permanences des processus évolutifs, concevoir, préparer, mener à bien une stratégie de communication d'un savoir historique. En d'autres mots, la connaissance et la compréhension de l'histoire ne sont pas en soi des objectifs du cours d'histoire. Alors, attention, moi je ne suis pas du genre à demander des cours d'histoire avec des listes de dates 1515 Marignan et 1815 Waterloo. C'est pas ça ma vision d'un cours d'histoire. Mais un cours d'histoire doit quand même être porteur de citoyenneté en ce sens qu'il nous donne une capacité commune de comprendre comment on en est arrivé là. Comprendre quelles sont les contradictions, les évolutions, les facteurs culturels, technologiques, climatiques et autres qui expliquent la marche de l'histoire. Si l'histoire ne sert pas à ça, on se demande à quoi elle peut servir. Or ici, on nous dit, cette compréhension de l'histoire, cette construction d'une vision organisée de l'histoire, n'est pas l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est être capable de sélectionner des renseignements à caractère historique, d'analyser et de critiquer un ensemble de sources, d'organiser une synthèse et de concevoir et préparer à mener à bien une stratégie de communication d'un savoir historique. Il y a un professeur dans mon école qui a fait travailler ses élèves pendant 6 mois sur un dépliant publicitaire à caractère historique pour des voyages en Turquie. Il a dit, voilà, vous allez rechercher des renseignements, vérifier la qualité de vos sources. Une fois que vous aurez vos renseignements, vous allez les classer. Donc, là, vous aurez un classement géographique des sites, vous aurez un classement chronologique des sites, vous aurez des époques à identifier, époque byzantine, époque ottomane, etc. Et puis, à partir de ça, vous allez me faire un petit dépliant de 4 pages présentant à un public averti quel est l'intérêt d'un voyage en Turquie
pour découvrir des sites historiques, préhistoriques, antiques, etc. Et il est venu me trouver, ce professeur, en disant « Regarde ce que j'ai fait, c'est super ». Et j'ai eu les félicitations de l'inspecteur. Ben oui, parce qu'elle avait travaillé exactement suivant ces directives. Mais moi, je me suis demandé, mais ces élèves, qu'est-ce qu'ils ont appris de l'histoire? Est-ce que leur compréhension de l'histoire de la Turquie ou de la Méditerranée s'est en quoi que ce soit améliorée par rapport à ce qu'elle était dans un cours extrêmement traditionnel où on leur faisait apprendre par cœur des choses qui, effectivement, n'étaient pas ancrées et ne restaient pas dans leur tête non plus. Et pour vous montrer que ce n'est pas une dérive que j'invente, voici, on passe à l'école primaire ici, voici un exemple de question d'histoire au CEB, le certificat d'enseignement de base, c'est-à-dire l'examen que les élèves belges passent en fin d'école primaire. C'est un peu comme une sorte de bac, si vous voulez, mais le bac de fin d'école primaire, donc à l'âge de 12 ans. Vous arrivez à le lire? Donc on a un portfolio comportant 4 images, avec un petit texte à côté, une ligne du temps avec des dates et 4 zones grisées, et les instructions sont « Écris les initiales des 4 personnages historiques repris sur la ligne du temps. Aide-toi des dates et des textes. » Alors les initiales, pour qu'on ne se trompe pas, c'est Marie de Hongrie, c'est MH, Charles Quint, c'est Q, Marie de Bourgogne, MS, pardon, là-bas, et Charles le Téméraire, c'est T. La difficulté, elle est où? La difficulté, c'est qu'on ne dit pas, pour la plupart des personnages, voilà leur date de naissance et leur date de décès. Par exemple, Marie de Hongrie, on dit, elle est décédée la même année, enfin, gouvernante des Pays-Bas et la sœur de Charles Quint, décédée la même année que lui. Ah, on va voir Charles Quint, 1500-1558. Ah ben ça, c'est facile, 1500-1558. Et puisque Marie de Hongrie est décédée la même année que lui, hein, hop, elle est la deuxième qui meurt en 1558. Et ainsi de suite. Cette épreuve, si on m'avait dit c'est une épreuve de compréhension à la lecture, capacité de lire un texte et d'extraire des informations pertinentes dans un texte, j'aurais dit OK. Si on m'avait dit c'est une épreuve de mathématiques, vérifier si un élève est capable de positionner correctement un point ou des segments de droite sur un axe gradué, j'aurais dit OK, c'est pas tout à fait du niveau de 6e primaire, mais bon, OK, admettons. Chez nous, 6e primaire, c'est CM2, hein, c'est ça, hein, oui. Non, c'est P. Non, c'est P, puis CM, et puis ouais, CM2, c'est la fin de l'école primaire. Non, mais attention, chez nous, la 6e primaire, c'est l'équivalent de la première année du collège, donc c'est la 6e. Ouais. Donc 6e, c'est pareil. Bon. Mais épreuve d'histoire, on ne vérifie aucune connaissance à caractère historique. Aucune connaissance à caractère historique. Voilà. Je ne vais pas en dire plus que ça. On arrête là? Non, mais il y avait d'autres questions. Ah oui. Donc, bien sûr, les savoirs et les compétences ne sont pas contradictoires, mais on peut très bien exercer des compétences en mobilisant des savoirs extrêmement variés, extrêmement variables, et sans jamais s'assurer de la maîtrise de ces savoirs. Quand on me dit, au cours de physique, l'important n'est pas de passer du temps à expliquer d'où viennent les formules, mais l'important est que l'élève soit capable d'utiliser correctement les formules, je dis, c'est une dérive. Parce que s'il ne comprend pas d'où vient la formule, alors la formule n'est plus que, non pas un savoir maîtrisé, compris, ce n'est plus qu'une information. Et je termine vraiment là-dessus, mais je reviens à cette définition de l'approche par compétence de Paquet. On est passé très vite là-dessus tout à l'heure, mais c'est tout de même crucial.
concevoir et gérer des séquences d'apprentissage dans lesquelles les apprenants sont confrontés à des situations nouvelles et motivantes, attention, ça arrive, qui les amènent à interagir pour chercher et traiter quoi? L'information nécessaire. Le savoir est réduit au rang d'information. Dans l'approche par compétence, le savoir n'est pas quelque chose qui passe par un long et complexe processus de construction. Le savoir est une donnée qui se trouve quelque part dans ma tête, sur Internet, dans un livre, et que je n'ai qu'à aller chercher au moment où j'en ai besoin. Et c'est bien cette vision là de la pédagogie et du savoir qui correspond étroitement à la vision économiste de l'école, où on dit l'important c'est pas de bourrer la tête des gamins avec des connaissances, l'important c'est qu'au moment où l'employeur aura besoin qu'ils sachent faire ceci, ils puissent très vite l'apprendre. C'est pour ça qu'il y a un lien étroit entre approche par compétence et demande des milieux économiques. Voilà. Est-ce qu'il faut sanctuariser l'école? Certainement pas. Si par sanctuariser l'école, on veut dire couper l'école de la société, non. Mais si par lier l'école à la société, on veut dire conformer l'école à la société, moi, c'est ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est quand, sous prétexte de flexibilité, d'adaptabilité, en fait, on détruit la capacité de résistance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr que les élèves de demain doivent être capables de s'adapter aux technologies nouvelles, devront être capables de s'adapter aux environnements scientifiques, technologiques, économiques nouveaux et à des difficultés culturelles et autres tout à fait nouvelles dont nous n'avons peut-être même pas l'idée aujourd'hui. Mais appréhender des problèmes nouveaux, c'est autre chose que avaler tout cru tout ce qu'on nous présente comme des nouveautés indispensables et forcément profitables. Moi, je pense que s'engager dans ce monde qui change sans cesse, ça nécessite pas seulement de la capacité d'adaptation, ça nécessite aussi parfois de la capacité de résistance. Et cette capacité de résistance, elle passe par des connaissances, elle passe par des connaissances technologiques, historiques, scientifiques, sociales, environnementales et autres. Donc, non, je ne pense pas qu'il faille sanctuariser l'école, mais il faut que l'ouverture de l'école sur la société soit une ouverture critique et pas une ouverture où on prend comme pour argent comptant et comme pour positif tout ce que cette société présente comme étant telle. Voilà, c'est tout. On peut peut-être conclure avec lui, hein? Voilà. C'est bon? On va pas faire de pause, hein.